La relation franco-allemande, actuellement, elle est très tendue. Enfin, elle était même très tendue lors du mandat précédent, notre président Sarkozy, mais celui-ci, finalement, M. Rougeron l'a très bien dit, a adopté une ligne politique qui convenait à notre partenaire allemand, et les choses se sont détendues. Voilà. Mais ce n'était qu'une façade. Alors, le thème de la conférence, c'est la relation franco-allemande, la fin d'un mythe. Pour l'interrogation, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, d'ailleurs, qui est paru dans le enfin, à peu près, c'est cela. Le thème du bouquin, c'est pas ça. C'est Allemagne, la rupture, mais je ne vais pas vous parler de mon livre. Remarque sur le néo-nationalisme allemand. Pourquoi ? Parce que il m'apparaît aujourd'hui, j'en toucherai juste un mot en fin d'exposé, que l'Allemagne est prise dans un espèce de tourbillon qu'on pourrait appeler en effet néo-nationaliste, en prenant quand même soin de bien considérer que ce que j'appelle le néo-nationalisme allemand, c'est pas le nazisme du tout. Les Allemands sont démocrates, ils ont un parlement qui fonctionne, ils ont des institutions qui sont respectueuses du droit des gens. C'est pas ça que je critique dans le livre. Le livre est très sévère. Il est 1000 fois plus sévère que ce que je vais vous dire ce soir. Mais ceci dit, je voudrais pas qu'il y ait de confusion. Je ne dénonce pas un nazisme en Allemagne ou des choses comme ça. J'ai envie de dire, ils sont plus fins que cela quand même. Voilà. Pour moi aussi, ça reste des partenaires. C'est des partenaires avec lesquels on travaille très mal, avec lesquels on aura toujours du mal, à mon avis, de travailler, avec lesquels les Européens vont avoir du mal à poursuivre le travail. J'ai une citation, elle est un peu douteuse, pardonnez-moi, je la mets dans le bouquin. Je l'avais appris quand j'étais à Sciences Po, je crois que c'est là que j'ai trouvé ça finalement très juste, rétrospectivement. C'est une citation peut-être apocryphe d'ailleurs, qui est attribuée à Mussolini. Il semblait dire, sans doute après l'épisode du Brenner, lorsque il s'est rangé finalement du côté de l'Allemagne, il a dit les Allemands sont des amis difficiles, mais des ennemis terribles, quelque chose comme ça. Je préfère les avoir comme amis. Bon, ça résume finalement un peu la situation. Ça résume un peu la situation, hormis le contexte historique qui n'a rien à voir quand même. Hein. Il faut pas exagérer. Alors la relation qui dit relation franco-allemande dit tension normalement. Ceci dit, ce soir, je ne vais pas faire un réquisitoire, encore une fois, contre l'Allemagne. C'est pas du tout mon propos. Ce serait d'ailleurs, il y a peut-être des Allemands dans la salle qui ne seraient pas en nombre suffisant pour se défendre, donc c'est hors de question. Je vais faire un état des lieux. Je vais vous proposer une analyse qui, par nécessité et par nature, est contestable. Il n'y a pas là une parole d'évangile. Pour ceux qui ne parlent pas l'allemand ou qui ne sont jamais allés en Allemagne, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a là-dedans. C'est une opinion, un point de vue, un constat, une analyse. Voilà. Donc ces réserves étant faites, je vais aborder le sujet et je vais le prendre d'une manière un peu chronologique, j'ai envie de dire. On m'a laissé 40 minutes, je vais essayer de ne pas déborder et je vous donne le droit absolu de me signaler à la moitié qu'il faudra accélérer ou au contraire prendre plus de temps. Alors la relation franco-allemande, finalement, la relation franco-allemande, à partir de quand on peut dire qu'elle existe ? Alors, sans remonter quand même au-delà. Clovis voilà. Non, je pense pas, moi, quand même. J'aurais dit que la relation franco-allemande, on pourrait la dater de 843, du traité de Verdun, c'est-à-dire au moment où les trois petits-fils de Charlemagne s'accordent, enfin, il y en a un qui est sous pression, mais s'accordent pour partager l'héritage carolingien en trois parties, qui ne correspondront pas d'ailleurs tout à fait à l'Allemagne, à la France, et il y aura la Métaringie, vous savez très bien. Mais enfin, c'est à partir de cette séparation, de cette césure, que va naître plus tard ce qui va devenir l'Allemagne et ce qui va devenir la France. Et alors, en faisant cela, ils obéissent à une coutume qui est la coutume franque, les Francs sont des Germains, qui est la coutume du partage des terres. Alors on entre dans le concret tout de suite, mais oui, mais ce principe a une importance cruciale. Parce que cette coutume franque de partage de l'héritage a des conséquences considérables tout au long de l'histoire de l'Allemagne, et donc de la France, évidemment, par effet de miroir. Dans le sens où l'Empire germanique va conserver cette pratique, qui mènera à ce qu'on appelle en allemand la Kleinstaaterei, c'est-à-dire, Klein c'est petit, Staat c'est l'État, Staaterei c'est un substantif péjoratif pour désigner que l'objet est quelque chose qui n'est pas agréable. Kleinstaaterei, ça peut se traduire par morcellement territorial ou balkanisation, pour employer un néologisme. Alors même que les rois de France, en fait les Capétiens, vont adopter la règle de primogéniture issue du droit romain,
selon laquelle l'héritage se transmet à l'aîné des enfants, garçon ou fille, au départ, et très longtemps d'ailleurs. Et durant les 13 premières générations de Capétiens, ce fut toujours un hasard, mais l'aîné, donc l'héritier du trône, était un garçon. C'est ce qu'on a appelé le miracle capétien. Ce qui fait que, à partir du noyau d'origine, le royaume a pu s'élargir progressivement, se renforcer, se fortifier en absorbant les duchés environnants, au moment où, au contraire, un mouvement différent frappait ce qui allait devenir l'Allemagne. Enfin, je dis l'Allemagne, mais bon, ça n'a pas de sens de parler de l'Allemagne pour l'Empire romain germanique, mais c'est pour aller vite, hein, on est dans une conférence orale, voilà. Alors ensuite, que se passe-t-il après cette séparation ? Il se passe, comme dans toute l'Europe d'ailleurs, et comme dans le monde entier, que se développent des relations qui vont être basées sur un rapport de force. Toutes les relations sont basées sur un rapport de force, mais évidemment à des degrés très divers, naturellement. Et ce rapport de force-là, régulièrement, deviendra conflictuel. Et ce rapport conflictuel entre la France et l'Allemagne, régulièrement, tournera jusqu'à une certaine limite datée, à l'avantage de la France, pas systématiquement. Cette date, c'est 1813 globalement, hein, le Leipzig. Bon. Alors jusque-là, et ce n'est pas étonnant, l'Allemagne n'est pas considérée par la France comme son ennemi héréditaire. Elle l'est sans doute l'ennemi héréditaire pour les Polonais, par exemple, au même titre que les Russes, puisque à partir du XIIe siècle, le Drang nach Osten, l'expansion des chevaliers teutoniques, XIIe siècle en Allemagne, vont grignoter le territoire polonais, bon, avec des reflux parfois, et puis vont aboutir à la fin du XVIIIe au dépeçage littéral de la pauvre Pologne. Mais la France n'est pas non plus considérée comme Erbfeind, comme ennemi héréditaire, par l'Allemagne dans cette époque-là. Pourquoi ? Eh bien, non pas que les soldats français n'aient pas régulièrement piétiné la rive est du Rhin, il faut reconnaître les choses quand même, mais tout simplement parce que les Allemands, précisément, je vous parlais de Kleinstaaterei, sont dispersés dans une multitude d'États, il y en aura jusqu'à 350, dont certains, selon les circonstances, sont alliés à la France, un peu par tradition, comme par exemple la Saxe. Bon, avec des revirements naturellement, hein, rien n'est jamais figé et fixe. Donc je dirais, pour résumer un peu grossièrement et pour aller très très vite, c'est un millénaire, vous voyez, en 5 minutes, donc là je tiens les délais je pense, je dirais que de 843 à 1800 environ, ni la France ni l'Allemagne ne sont des ennemis héréditaires ou irréductibles, même si l'Allemagne est tenue en laisse par la France militairement et aussi, à mon avis sans le vouloir, également culturellement. Voilà, sans le vouloir d'un point de vue culturel, parce que pour ce qui concerne la diplomatie et les relations d'État, on sait très bien, par exemple, que les clauses du traité de Westphalie, enfin du traité de Münster, on devrait dire, enfin pour aller vite du traité de Westphalie, c'est 148 pour ceux qui ont peut-être des notions de l'histoire à rafraîchir, c'est-à-dire c'est la fin de la guerre de 30 ans, n'est-ce pas, dans laquelle l'Allemagne a perdu la moitié de sa population, du fait de la soldatesque, du fait de la famine et du fait des épidémies aussi. Donc, certaines clauses du traité de Westphalie sont élaborées de façon extrêmement raffinée au profit des Suédois et des Français, particulièrement par l'action diplomatique décisive de Mazarin, pour que le colosse germanique reste ligoté. La France, Bainville l'explique très bien dans un bouquin que je peux vous recommander qui s'appelle l'histoire de la France et de l'Allemagne continuée jusqu'à Hitler, quelque chose comme ça. L'histoire de France et de l'Allemagne. L'histoire des deux peuples. Oui, il y en a eu l'histoire des deux peuples. C'est l'histoire de deux peuples. L'histoire de deux peuples. Enfin bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais simplement la prose de Bainville est exceptionnelle. Bon, Bainville, il ne faut pas trop le citer parce qu'il est un peu pestiféré. Alors bon, mais je trouve qu'en tant que publiciste capable de comprendre les intrications diplomatiques, il est merveilleux, donc je me permets, voilà. Donc ce fut un peu le coup de génie de Richelieu, si vous voulez, qui est mort en 1943, donc avant le traité de Westphalie, et de Mazarin, de réussir par la diplomatie, et après une épreuve de force, c'est vrai, à faire en sorte que la France devienne, il y a une intentionnalité quand même, c'est pas le hasard, co-gérante des affaires allemandes. Ainsi donc, la ténacité, l'intelligence et la chance qui auréolèrent les Capétiens devaient finir par poser le problème des frontières de l'Est. L'instinct des chefs, comme dit justement Bainville, poussait les ducs de France, héritiers de la tradition gallo-romaine, à refaire la Gaule de César. Pas aller au-delà, mais à refaire la Gaule de César, qui correspond peu ou prou à la France d'aujourd'hui. Sur 5 côtés de l'Hexagone, surtout du côté atlantique, ça n'a pas posé de problème. En revanche, à la frontière du Nord-Est, les mêmes poussées germaniques contrariaient le retour des héritiers des Francs et des Celtes sur le Rhin. Et le grand malentendu entre la France et l'Allemagne
provient de la blessure ressentie systématiquement et peut-être encore aujourd'hui par l'Allemagne dès l'instant qu'elle est refoulée au-delà du Rhin. Et d'une manière générale, si elle abandonne à l'ascendant de la langue et de la civilisation française sa bordure occidentale. Alors, et là, c'est pour ça que c'est ici que je voulais citer Bainville. En fait, comme le dit Jacques Bainville, précieux contributeur à la compréhension des relations franco-allemandes, de Bouvines de 1214, Philippe Auguste, victoire française, donc de Bouvines à Sedan et à la Marne, 20 fois le peuple français et le peuple allemand se sont affrontés. Mais malgré ça, je pense que dans cet espace-temps, il y a deux périodes, là aussi la discussion sera ouverte après, celle dans laquelle il y a une notion d'ennemi héréditaire, non pas simplement d'adversaire, et celle dans laquelle elle n'existe pas encore. Alors au début de tout, il y a un tout petit duché de France en face d'un puissant royaume d'Allemagne. Mais celui-ci commet une erreur. C'est important de rappeler ça pour comprendre la suite. L'erreur, c'est qu'il se veut l'héritier unique et incontesté de l'Empire romain. Être co-héritier de l'Empire carolingien ne lui suffit pas. Il veut être successeur de César et moitié de Dieu. Mais là, il trouvera Rome, la propriété évidemment, il trouvera Rome en face de lui au travers de son chemin, et Rome trouvera une alliée, on boucle la boucle, dans la France, menacée par la même prétention. Voilà la brisure du destin de l'Europe de l'Ouest, une lutte pour l'affirmation d'un titre. L'Allemagne ne connaîtra pas d'État avant longtemps, pour les raisons que j'évoquais de la Kleinstaaterei, mais aussi parce que l'empereur, alors là il y a une raison technique, l'empereur n'a pas de charge héréditaire. Vous savez que le Saint-Empereur romain germanique est élu pendant très longtemps par une foule d'électeurs, ensuite seulement à partir de 1356, je crois, milieu 14e, par 7 électeurs, ça simplifie, mais ça reste quand même une occasion de tractation et phénoménale, avec un fractionnement, si vous voulez, du pouvoir que doit incarner l'empereur. Voilà, de plus, donc, plus les élections d'empereurs se multiplient en Allemagne, plus le roi de France se sentait l'ami naturel des petits barons allemands, des princes électeurs, des villes libres, des prélats indépendants, qui ne souhaitaient qu'une chose, c'est de rester justement indépendants d'empereurs. Ils étaient allemands, certes germaniques, mais ils souhaitaient conserver leur indépendance. Donc des alliés naturels. Pas de roi d'Allemagne, criaient les princes allemands. Pas de roi d'Allemagne, répliquaient les rois de France. Le grand interrègne en 1250, qui voit donc ça c'est 1250, c'est la fin du règne de Frédéric de Hohenstaufen qui meurt. C'est très caractéristique. Pendant 23 ans, le Saint-Empire romain germanique n'a pas de Saint-Empereur romain germanique, parce que le mécanisme de l'élection et de choix est bloqué. Donc, bien sûr, ça dure 23 ans, mais en réalité, c'est un peu abusif ce que je vais vous dire là, mais j'ai envie de dire le grand interrègne finalement commença certainement en 1250, mais finit en fait en 1870. Donc au moment de l'unification allemande sous la poigne de Bismarck et de Guillaume Ier. Durant tout ce temps, l'Allemagne donc vivait dans l'anarchie et la France dans l'ordre et l'harmonie. Les choses, me semble-t-il, ont un peu changé. Et de ce fait, on peut douter des conclusions de Gustave Le Bon sur la psychologie des peuples lorsqu'on voit de telles métamorphoses dans les caractères nationaux. Encore que tout n'est pas aussi ordonné que cela en Allemagne, j'y vis depuis des années, croyez-moi. Mais je n'irai pas dans l'anecdote. En réalité, la France et les peuples européens ont toujours été conscients que les Allemands, apparemment le peuple numériquement le plus nombreux en Europe, hors les Russes, que les Allemands donc seraient un danger pour la paix s'ils étaient unis. En concentrant ses efforts pour éviter l'union des Allemands, je veux dire la France, bon, je ne suis pas historien ici, c'est presque du journaliste, donc je dis on repoussait sans doute le danger, mais en même temps, on multipliait les raisons de leur colère future. Dès Henri II, je vous donne un exemple aussi, Henri II, il n'a régné qu'un an et demi, il était malade, Henri II, il est mort à 16 ans, c'est en 1559, son conseiller, Charles de Marillac, un des conseillers spécialistes d'affaires diplomatiques, fixe la politique française, c'est une citation, « Tenir sous main les affaires d'Allemagne en la plus grande difficulté qu'on pourra ». On est au XVIe siècle. Déjà donc. Il semble bien donc que très tôt, sans vouloir ici défendre outrageusement l'Allemagne, je ne cherche ni à défendre l'un ni l'autre, la France, et pas seulement la France d'ailleurs, se soit mis en tête quand même de maintenir le colosse ligoté, comme je l'ai déjà dit. Donc on voit que pour la France, l'Allemagne très rapidement a été non pas un danger, mais au moins un risque. Voilà, donc l'Allemagne était paisible, faible, je passe un petit peu, par le morcellement territorial, comme je vous l'ai dit, le principe de l'élection de l'empereur, qui impliquait toutes sortes de coteries,
Donc de ce point de vue, on peut dire que l'Allemagne a été un peu victime d'un abus de faiblesse, un peu comme, vous savez, ces vieilles dames à qui on soutire de l'argent contre quelques patries. Alors, il est impossible, bien sûr, d'imaginer... Non, mais je ne vise rien, ni personne. Je n'habite pas en France, je ne suis pas l'actualité politique. Il est aussi impossible, d'ailleurs, quoique très intéressant, d'imaginer ce qui se serait produit si l'empereur avait unifié son territoire sous une direction ferme dès le XVIIe siècle. Alors c'est de l'histoire fiction, ça n'a presque pas de sens, on ne peut pas donner de réponse, mais la question, à mon avis, vaudrait d'être confrontée à l'opinion d'un historien. Il n'est pas exclu que l'Europe eût été unifiée sous une domination germanique à ce moment-là, et sous la caution, bien sûr, de l'héritage romain, enfin, on peut au moins l'espérer, pour le plus grand bien de la paix. Cependant, n'oublions pas que dans cette misère germanique, comme je l'ai déjà dit, les premiers responsables étaient les nombreux princes allemands qui ne voulaient pas entendre parler d'unification et qui préféraient leur indépendance. On dit que dans la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, le vers de La Fontaine a été inspiré, le vers suivant de La Fontaine a été inspiré par les princes allemands, tout petits princes, à ses ambassadeurs. En conclusion de cet aspect historique des relations franco-allemandes, et avant de passer à l'examen des développements les plus actuels, on peut dire que l'Allemagne n'a pas été capable de réaliser son unification, essentiellement parce que jusqu'à la réunification française, elle ne le voulait pas vraiment, et que les circonstances aussi, c'est vrai, ont permis à ses voisins de la maintenir dans cette situation subalterne. Paradoxalement, c'est lorsqu'elle commence à rassembler toute son énergie pour tendre vers ce but qu'elle trouve des alliés, que ce soit Napoléon Ier, alors vraiment détesté en Allemagne aujourd'hui, il y a peut-être des admirateurs quand même, moi j'en ai pas rencontré. Napoléon Ier, pourquoi? Comme allié d'Allemagne, allié d'Allemagne non, mais allié de l'unité allemande en quelque sorte, par la Confédération du Rhin. Il simplifie la carte de l'Allemagne de façon presque innocente, pour des raisons d'administration, en quelque sorte, du Premier Empire et de son territoire. Mais faisant cela, la défaite survenant après, ce qu'on appelait jusqu'au début du 19e la croix des géographes, c'est-à-dire la croix des géographes, c'était la cartographie d'Allemagne. Donc la croix a porté. La difficulté pour un géographe d'arriver à faire une cartographie d'Allemagne disparaît pas tout à fait, mais elle est considérablement simplifiée. La Confédération du Rhin, elle a 35 États. Bon, elle n'englobe pas l'Allemagne du Nord, mais on était à 350 sans entendre du territoire avant la Révolution française. Donc, objectivement, et malgré lui, Napoléon Ier a donné un petit coup de pouce à l'unification allemande. Mais le pire, ça a été son neveu, mais j'aime bien les deux. Mais son neveu a été catastrophique parce qu'il a appliqué avec une honnêteté remarquable et une logique admirable jusqu'au bout le principe de la libre disposition, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça l'expression. Si, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, pas seulement en faveur de l'Italie sous le joug habsbourgeois, mais également en faveur de l'Allemagne éventuellement réunifiée par les Hohenzollern. Et il n'a rien vu venir. Alors, dans le bouquin, j'ai trouvé, je le cite, j'ai trouvé, il ne faut pas que je fasse trop de digression, alors vous me ferez stop. Un extrait du Moniteur universel de 1859, donc c'était l'équivalent du journal officiel pendant... Depuis, je crois, la Révolution, Mme Bollmann veut le savoir. C'est un peu la référence ce soir, la pauvre Mme Bollmann. Excusez-moi. Enfin, il y a peut-être des historiens dans la salle. Donc, en tout cas, pendant au moins une centaine d'années, ou peut-être 150 ans, le Moniteur officiel était l'équivalent du JO. Et j'ai trouvé là une retranscription, on dirait aujourd'hui, d'un propos de Napoléon III qui dit aux Allemands: mais n'ayez pas peur de nous, on est à vos côtés, vous êtes pour l'unité, mais nous aussi c'est normal. Bon, c'était très honnête, mais ça manquait peut-être un peu de perspicacité géopolitique, je ne sais pas. Alors, continuons, pour ne pas trop nous égarer. Alors, voilà, on connaît la suite. La suite, c'est la compétition entre l'Autriche et la Prusse pour l'unification de l'Allemagne, qui va la réaliser, donc à son profit naturellement. Moi, je préférais que ce fût l'Autriche. Bon, j'ai perdu, enfin j'étais pas né. Mais c'est surtout l'émergence puissante du nationalisme ethnique. C'est une expression dont je déclare la paternité, qui ne me fera pas que des amis. Du nationalisme ethnique, c'est-à-dire d'un nationalisme dans lequel les Allemands, j'ai écrit l'allemand, il ne faut pas dire ça, les Allemands se considèrent par essence comme supérieurs. Alors, je ne voudrais pas être trop sévère, mais ce nationalisme allemand, s'il revêt
bien sûr les aspects d'une quête de liberté, parce que normalement tout nationalisme, déplacé ou pas, revêt une quête de liberté et réagit à une oppression réelle ou fantasmée. Mais dans l'esprit du nationaliste, il y a la volonté de se libérer d'une oppression. Ce nationalisme allemand, tous les nationalismes je pense, ce nationalisme allemand souffre en quelque sorte d'une affection qui ne réside pas seulement dans la certitude de détenir un génie propre, ce qui est le cas d'un nationaliste, je pense, de tous les nationalismes, mais la certitude, et c'est ça qui me gêne, de détenir un génie supérieur à celui de l'autre avec un grand A. Et cela, on trouve cela très tôt, à des doses infinitésimales, et bien sûr, mais dès le XVIe siècle, chez Luther, c'est relativement admis, c'est pas un propos polémique, je crois que je tiens là, ou chez son ami le chevalier von Hutten, mais plein d'autres encore, qui est un personnage héroïque de cette période-là en Allemagne, qui est à la fois un poète, un écrivain, on peut dire ça, un chevalier, un guerrier, et qui est surtout la figure intéressante qui a fait passer le personnage historique d'Arminius de l'histoire au mythe. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Arminius, c'est un guerrier romain d'extraction germanique, donc c'était un officier romain, pour faire simple, c'est un légionnaire allemand engagé dans l'armée italienne, si je devais dire ça avec les propos d'aujourd'hui. Donc, c'est un raccourci un peu, mais donc c'est un officier romain ayant déserté, ayant été éduqué à Rome, ayant rejoint ensuite son casernement dans la partie occidentale de l'Allemagne actuelle, donc qui était occupée par les Romains, et qui trahit son général, retrouve les guerriers germaniques dans la forêt, arrive à faire ce que Vercingétorix a raté, c'est-à-dire unifier en large partie les peuplades germaniques, tend un guet-apens à l'armée romaine et détruit là, selon l'histoire officielle, alors là, je me disais officielle, enfin, 3 légions romaines. Bon. Alors, pour votre information, excusez-moi, je fais une digression encore, mais je ne suis pas historien, enfin si, j'ai fait un débat d'histoire, mais on n'est pas historien avec ça, je veux dire, en plus, j'ai fait un débat d'histoire contemporaine, donc... Mais il y a une chose qui me choque là-dedans. Alors, je pose une question, et je demande l'aide des historiens éventuels qui seraient là pour, dans l'après-débat, ou l'après-topo en tout cas. Je ne sais pas si vous le savez, ceux qui connaissent l'histoire d'Arminius, mais donc le mythe d'Arminius émerge brutalement au XVIe siècle. Mais son existence même, la narration de son existence, émerge au XVIe siècle. C'est-à-dire 1600 ans après son existence supposée. Non, mais il a existé, Arminius, c'est sûr. Et sur quoi, quelles sont nos sources pour parler des faits, des hauts faits d'Arminius ? Eh bien, c'est théoriquement un manuscrit, enfin un livre, on peut appeler ça comme ça, un parchemin, sans doute à l'époque, de Tacite, qui s'appelle Germania, dans lequel Tacite décrit les événements conduits par l'armée romaine en Germanie précisément. Alors là, 2 choses. Encore une fois, je n'affirme évidemment rien, je ne veux pas s'il y ait des doutes qui seraient déplacés, je pose une question, je demande de l'information, ça m'intéresse beaucoup. Le manuscrit de Tacite, il n'existe pas, on ne l'a jamais trouvé. Il n'existe pas. Mais pas en Allemagne. Ce qu'on sait, c'est que, c'est lié avec notre propos naturellement, hein, on n'est pas dans l'anecdote pour l'anecdote. Ce qu'on sait, c'est que dans un couvent à la fin attendez voir une seconde, vers 15, je dis pas de bêtises là maintenant, j'ai un doute, vers 1470 environ, on a trouvé, enfin, est apparue la copie faite par un moine allemand d'un manuscrit qui a été attribué à Tacite et dans lequel il raconte la guerre de Germanie. Voilà. Sachant que Tacite a vécu 100 ans après la bataille de Teutobourg, hein, puisqu'il s'agit de ça, en l'an 9, hein, 100 ans après. On sait aussi de façon certaine que Tacite n'a jamais été en Allemagne. Éventuellement, il est arrivé dans la Champagne actuelle, donc plus de 100 ans après les événements. Bon, moi je n'en dis pas plus, c'est vrai que c'est assez mesquin, mon propos. J'ai voulu me faire plaisir. Bon. Il n'en reste pas moins que Arminius, personnage historique, devient un mythe brutal et donc sort de la marmite comme ça au XVIe, à l'époque où déjà l'Allemagne est en réaction contre le monde latin, où les premiers fervents de révolte contre Rome et contre la papauté apparaissent. Parce que ça n'apparaît pas avec Luther, ça apparaît déjà avant. Voilà, donc je note une coïncidence et je n'en tire strictement qu'une conclusion. Hein. Naturellement, je n'ai aucune preuve, rien. Simplement, je m'interroge.
Donc je reviens au propos. Or, ce qui n'était qu'en germe entre Luther et la Révolution française, donc cette espèce de nationalisme ethnique, puisque je parle de cela, s'institutionnalise après la Révolution française, et d'ailleurs, effectivement, en partie par notre faute, en tout cas par la faute des événements qu'on a conduit, que nos ancêtres ont conduit, notamment, et là c'est pas notre faute, avec la malheureuse idée que celui qui parle allemand ou un dialecte germanique est forcément allemand. Celui qui parle français est forcément français. Regardez le québécois, le sénégalais, ils sont français. Le wallon, il est français. Non, effectivement, il n'est pas français. Donc là, on trouve un point d'accroche terrible entre la conception allemande de l'identité et de la nationalité qui prévaut encore dans les consciences aujourd'hui et en partie dans le droit. Ils ont réformé, c'est vrai, sous Schröder, leur ius sanguinis, ils font ce qu'ils veulent chez eux, d'ailleurs, c'est pas le souci. Mais n'empêche que ce contraste phénoménal entre la conception allemande et la conception qui prévaut à Paris, mais aussi bien à Rome qu'à La Haye ou à Stockholm ou à Londres, selon laquelle, parce qu'on parle une langue, on n'est pas nécessairement déterminé à être sujet de tel royaume où la langue est majoritaire, ou citoyen de telle république, comprenez, n'est pas partagé par les Allemands et pas seulement par les associations de défense des rapatriés des expulsés là, de 1945, des Sudètes et autres. Voilà, ça il faut le retenir. Vous ne pouvez pas, si vous parlez en français ou en allemand avec un Allemand du problème, par exemple, puisque ça nous concerne dans l'Alsace-Lorraine, mais aussi d'autres problèmes, des minorités allemandes, germanophones, des minorités germanophones en Europe, si vous n'avez pas en tête cette conception qui peut se défendre, mais qui en tout cas qui n'est pas la nôtre, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous ne vous entendrez pas sur ce point avec eux. Voilà, donc je continue. On en était où, excusez-moi. Voilà, oui. Donc les choses étaient claires dès 1815, globalement. La Prusse réclame, sans l'obtenir, que la France soit partagée. Je ne dis pas qu'elle a tort. Elle est dans le camp des vainqueurs. Elle réclame, mais elle ne l'a pas. Sa demande est refusée. Elle réclame l'annexion d'Assax, en fait pour dominer l'Allemagne. Mais ça aussi, ça lui est refusé. Elle réclame aussi, et ça c'est moins connu, l'annexion d'Alsace-Lorraine. Alors pas pour elle, bien sûr, parce qu'elle est un peu loin, mais par un État allemand. Elle ne l'obtient pas non plus. À partir de là, la frustration des Prussiens et de leurs alliés et leur ressentiment envers la France ne feront qu'augmenter. Les Allemands, dans leur ensemble, n'ont pas digéré, je ne parle pas des Allemands d'aujourd'hui, les Allemands, dans leur ensemble, n'ont pas digéré l'abolition du Saint-Empire par Napoléon. Conçoivent une grande amertume quant à l'impuissance du Saint-Empire jusqu'à sa disparition, n'est-ce pas? Et nourrissent aussi une grande rancœur quant aux influences culturelles et linguistiques de la France. Bref, début 19e siècle, la relation franco-allemande entre dans le vif du sujet. Oui, par rapport, excusez-moi, à Saint-Empire, donc une précision historique pour ceux qui étaient étudiants à la salle, qui sont étudiants en physique ou en chimie ou autre. Le Saint-Empire, ça ne fonctionnait plus depuis, ça n'a jamais vraiment fonctionné, mais particulièrement du fait que la Diète, donc le Parlement, en quelque sorte, avait pris beaucoup de pouvoir au fil du temps. Il était dans une situation de blocage quasi total. Et alors ça, les historiens sont d'accord, ça ne fait pas débat. Et c'est très drôle parce que dans le Faust de Goethe, et je pense dans le premier Faust, donc celui qui a été écrit entre 1773 et 78, le Urfaust comme on dit, enfin dans l'autre aussi du reste, Goethe fait dire à un de ses personnages qui est Frosch dans la scène de la taverne à Leipzig justement, je crois que c'est à Leipzig, c'est ça, il fait chanter Frosch, cher vieux Saint-Empire romain germanique, comment tiens-tu encore debout? Donc ça c'est Goethe, alors lui c'est pas un nationaliste Goethe, Dieu merci, même s'il a lancé le Sturm und Drang conservateur après, c'est pas... Mais vous voyez, Goethe reflète à mon avis par les propos qui prêtent à ce personnage l'opinion majoritaire en Allemagne, fin 18e, le Saint-Empire, ça fonctionne plus. Mais alors c'est vrai que le vilain Napoléon Ier, en 1806, il constate que ça sert à rien ce machin, et puis il demande à l'empereur de dire que ça n'existe plus, voilà. Simplement, ça c'est resté vraiment dans la... C'est vraiment resté en travers de la gorge de nos voisins. Enfin, aujourd'hui, non, encore une fois, je relativise. Mais en fait, ça fait partie des éléments, si vous voulez, qui ont écorché un petit peu, il faut reconnaître, qui ont écorché un petit peu leur susceptibilité. Alors ensuite, des gens comme, puisqu'on est début 19e et qu'on entre dans le vif du sujet, des gens comme Fichte, bien sûr, Arndt, Hoffmann von Fallersleben, dont je vais aussi dire un mot, Édouard von Callot, par exemple, vont souffler sur les braises.
parfois des Burschenschaften, qui sont des corporations étudiantes protestantes, brûlent des ouvrages étrangers, juifs, et ça, attention, pas fin 19e ou sous les nazis, non. Là, c'est en 1817, par exemple. Alors, c'est pas non plus tous les jours, hein, je ne fais pas de caricature, mais c'est symptomatique quand même que dans un mouvement de libération démocratique, parce qu'il y a une naissance démocratique dans le mouvement de la Wartburg, la fête de la Wartburg en 1817, on brûle aussi des bouquins parce qu'ils ne sont pas allemands ou parce qu'ils sont écrits par des juifs. Pour moi, c'est phénoménal. Parce que, alors attention, il y a eu un antisémitisme français aussi, c'est une évidence. Hein, je ne peins pas les uns en noir et les autres en blanc. Mais je dis qu'on trouve là des choses qui sont très précurseurs. Le féminin est moche. Très précurseurs de ce qui va se passer plus tard. Donc l'Allemagne est en quête de reconnaissance, elle est en quête d'identité, de puissance, et c'est normal d'ailleurs. Et certains de ces écrivains expriment beaucoup de haine, en effet, pour la France, à une époque où la France, elle, n'a pas un intérêt manifeste envers l'Allemagne, ni pour ni contre, pour aller très très vite. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. À la même époque, la France est remplie de souvenirs de gloire, de liberté et des aventures prodigieuses qu'elle vient de connaître pendant 25 ans. Vous savez, c'est l'histoire du spleen, des jeunes Français nés entre deux coups de canon. C'est Musset, ça, qui avait le teint blafard, etc. Et qui pensent à autre chose et qui rêvent, qui sont démunis devant tant de gloire de leurs aînés. Donc, à part la vieille Madame de Staël, avec son essai remarquable d'ailleurs qui est toujours en cours, aujourd'hui on se demande pourquoi, parce que c'est quand même un peu dépassé, mais de l'Allemagne. À part Madame de Staël, personne ne s'intéresse beaucoup à l'Allemagne du côté français. Stendhal, ils le disent, bon ça c'est pas de la moquerie de ma part, mais Stendhal n'a pas digéré le pain noir, la choucroute et la bière de ces années, il y a presque 3 ans en Allemagne, dans les années 1810 je crois. Balzac passa bien un peu de temps en Prusse, mais il a toujours préféré la Russie et surtout l'Italie. Et puis le Royaume-Uni, à cette époque-là, vit sa révolution industrielle qui capte quand même l'attention. Le pays moderne, à l'époque, c'est quand même le Royaume-Uni avec la révolution industrielle. On va venir un peu après, nous. Et puis l'Italie attire toujours les créateurs. Voilà. Et puis la France, finalement, a ses petites aventures guerrières aussi. Il y a de Navarin, vous savez, il y a le Trocadéro, bah oui, puisqu'on est à Paris, bon, vous devez le connaître plus que moi, il y a la prise d'Alger, des choses comme ça suffit. La restauration des Bourbons, finalement, elle est assez paisible d'un point de vue diplomatique. Bref, la relation franco-allemande, dans ces années 1815-1848, elle est dépassionnée côté français. Et au-delà, à partir de Napoléon III, dans les années 1850-60, elle est même bienveillante, comme je l'ai déjà évoqué, encourageante et supportrice de l'unité allemande. Le pauvre Napoléon III, je l'ai dit, n'a pas été récompensé de sa sincérité, et on comprend peut-être mieux, excusez la perfidie de mon propos, on comprend peut-être mieux la prudence du président Mitterrand à l'égard de la réunification en 1989-90, après qu'Helmut Kohl, qui était qui toujours ce brave homme d'ailleurs, c'est un homme à peu près intègre quand même, je n'ai rien contre Helmut Kohl personnellement, est présenté, sans la concertation pourtant prévue dans les accords franco-allemands, son programme en 10 points qui allait poser le canevas de la réunification allemande. Alors, vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi Helmut Kohl, il a besoin de parler Mitterrand pour la réunification allemande? Mais oui, pourquoi? Parce que il y avait un habitus de concertation pour toutes les affaires diplomatiques d'importance entre la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le marbre du traité de l'Élysée, dont on a fait si grand cas cette année. Je ne peux pas vous dire l'article, il n'est pas très long, je ne l'ai plus en tête, mais je l'ai encore lu l'autre jour. Donc, pour toute affaire concernant la diplomatie des affaires étrangères, etc., il y a une obligation d'information et un souhait de concertation, il y avait une habitude de concertation. Donc là, le brave Kohl, peut-être parce qu'il était pris aussi dans le tumulte historique, quand même, c'était pas rien ce qui s'est passé là, a oublié ou négligé d'avertir son partenaire théoriquement privilégié. Voilà. Donc après Napoléon et excusez-moi, Mitterrand, quelle horrible confusion. Donc Mitterrand est allé consulter Gorbatchev et ça n'a pas été digéré par les Allemands. Alors ça c'est très actuel, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est la trahison, mais ils ont oublié la première étape. Bon. Donc côté allemand c'est l'inverse, à partir de l'occupation napoléonienne, surtout à partir du moment des défaites napoléoniennes, c'est-à-dire au moment où tout ça laisse présager un changement politique, l'Allemagne se met à mépriser, parfois à haïr donc tout ce qui est français. Alors attention, avec de notables exceptions, je porte un point d'honneur ce soir,
ne faisons pas une catégorie avec, encore une fois, les Allemands, là, non, Berck, des Streck, non, pas du tout. Hein. Il y a des gens, naturellement, comme Goethe, Heine et plein d'autres aussi, qui sont tout à fait sympathiques. Vous avez une anecdote, Eckermann, qui était le grand ami de Goethe, mais un écrivain de bien piètre niveau, avait posé comme question à Goethe, mais enfin, Wolfgang, je ne sais pas comment il avait dit ça, hein, mais pourquoi ne détestes-tu pas la France? Et Goethe, et ça c'est très connu, hein, vous le trouverez partout, Goethe lui a répondu, enfin, pourquoi devrais-je détester ce pays à qui je dois tout de ma subtilité ou des choses comme ça, ou de ma finesse de réflexion et de rédaction, et des choses comme ça, voilà. Donc c'est pas un propos texto, c'est pas une citation, mais vous tapez Goethe, Eckermann, Frankreich ou France, ça va, cherchez-le en français plutôt, vous allez le trouver dans Google sans problème. Hein. Donc, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, encore une fois. Ceci dit, j'ai quand même une question là aussi, j'ai pas de réponse à apporter. L'occupation napoléonienne, c'est la conclusion qu'on peut en tirer, a déclenché un fort désamour ou un mépris, une détestation, comme je vous l'ai dit, de la France, de l'Allemagne, pardon, envers la France. Mais en même temps, l'occupation napoléonienne ne s'est pas arrêtée à l'Allemagne, finalement. L'occupation napoléonienne était aussi en Italie, et les Italiens on porte à Napoléon une certaine sympathie, aux Pays-Bas, enfin en Province-Unie, aux Pays-Bas, ailleurs encore. Donc, en Espagne c'était plus court aussi, et puis d'ailleurs Napoléon n'est pas très populaire non plus, enfin bon, j'y étais l'an passé, ça passe mieux quand même. Mais alors, j'ai pas de réponse, je pose simplement la question à cette noble assemblée, comment se fait-il que dans un cas, ça crée une réaction de rejet et beaucoup d'alacrité, et dans l'autre, une relative indifférence, comme c'est le cas aux Pays-Bas. J'étais très, très souvent aux Pays-Bas autrefois, et je peux discuter de ça, et voilà, et en Italie, une certaine sympathie. Bon, si vous avez une réponse, vous me la donnez. Alors, comme je n'entends rien, je propose une chose, c'est pourquoi, j'ai tendance à penser que la rage antipapiste, anti-Rome, anti-latine, qui a animé l'Allemagne depuis Luther, n'a pas été sans influence. L'échec du monde germanique face à Rome, dont la France était considérée, je vous l'ai dit, comme vous savez d'ailleurs, comme la fille aînée, l'échec du Saint-Empire face aux Capétiens et aux Bourbons, l'échec du Saint-Empire, mais ça n'y est pour rien, vraiment dans son désir d'unité, encore qu'il soit régulièrement imputé au traité de Westphalie et à la France, tout cela fait qu'une Allemagne, une certaine Allemagne, finalement plus que l'Italie, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, déteste et jalouse la France au 19e, et que cette frustration, finalement, je crois, ne finira pas avant 1945. Et encore. Donc nous voici donc arrivés dans le vif du sujet, c'est peut-être ce que vous attendiez quand vous avez vu une petite conférence, les relations franco-allemandes, et puis là je vous parle du traité de Verdun. Bon, donc on arrive dans le vif du sujet, mais le vif du sujet c'est ce que vous connaissez en fait sans doute le mieux, c'est l'après-guerre. L'après-guerre, c'est le début du rapprochement franco-allemand, tellement essentiel, ça c'est vrai, il faut bien le dire aussi, hein, au maintien de la paix en Europe, qui est une exigence primordiale pour tous. Et là on va parler de limites, puisque c'est le titre de cette conférence. C'est de la relation franco-allemande de cette période, très proche, donc, aux conséquences immédiates et actuelles que je vais vous parler. Et pour cela, j'ai laissé de côté, à peu près, on va dire, l'espace 1850-1945, que tout le monde connaît bien, avec les guerres contre le Danemark, de l'Allemagne, hein, enfin la Prusse, contre l'Autriche, la Prusse, contre la France, puis contre la guerre mondiale, contre tout le monde, et puis la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et alors, j'en profite comme pour les citer, parce que là aussi, je constate qu'elles étaient motivées, finalement, il y a toujours une pluralité de causes, attention, hein, dans un conflit, évidemment, mais elles étaient quand même du côté allemand principalement motivées par la volonté d'unir au Reich, ou à la Prusse, d'ailleurs dans le cadre des guerres, la première guerre de la Prusse contre le Danemark, c'est 1848, hein, motivé, donc je vais y arriver, par le désir de rassembler, d'unir les populations germanophones à l'État source ou souche, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que ces populations germanophones étaient supposées être allemandes, et donc devaient être sujettes du Reich. C'est ce qu'on appelle, fin 19e, le pan-germanisme. Je précise cela, donc je vous l'ai dit, parce que c'est une conception différente de ce qu'on a dans la plupart des autres capitales en Europe. Je précise aussi qu'on en trouve encore des traces aujourd'hui en Allemagne, et d'ailleurs, alors là, M. Rougeron faisait
et j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs pendant une page, allusion aux travaux de Madame Bollmann, et j'ai découvert quelque chose, moi, je les ai lus l'an passé, ou 2 ans, je ne sais plus très l'an passé, je crois tout simplement, et ça m'a fort convaincu, c'est pour ça que j'en parle, en tout cas sur le principe de raisonnement, de réflexion. Voilà, donc on est dans l'actualité, on a souvent l'impression qu'au sujet de la relation franco-allemande moderne, actuelle, contemporaine, tout a été dit et tout a été décrit. Et en tout cas, c'est ce que souligne le ministre Bernard Cazeneuve, en poste actuellement, dans le petit ouvrage édité par la Fondation Charles de Gaulle, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Alors là, j'en ai qu'un, vous ne l'achèterez pas, je vais le garder, mais il est bien fait. Bon, c'est la parole officielle, mais peu importe, tout n'est pas faux dans la parole officielle, de très loin pas. C'est intéressant parce que ils ont associé régulièrement pour certains chapitres un chercheur français, un chercheur allemand. Et voilà, il y a des confrontations. Bon, c'est quand même la parole officielle, donc ça part un peu dans le même sens. Mais malgré tout, moi j'ai appris des choses. Et puis en lisant à travers les lignes, on comprend aussi. Bon, je vous le conseille. Voilà, je crois que c'est l'édition du Nouveau Monde édition. C'est tout récent. Bon, donc en réalité, dit Cazeneuve, tout a été dit, ou tout semble avoir été dit sur la relation franco-allemande. Ce que j'ajouterais, c'est que en réalité, tout a été dit parce qu'en France, tout le monde répète inlassablement la même chose. L'importance du couple franco-allemand, oui c'est vrai d'ailleurs, l'importance du couple franco-allemand dans la construction européenne. L'exemplarité du rapprochement au sortir de la guerre, c'est pas faux, même si on peut modérer et mesurer le propos. La merveilleuse entente entre Charles de Gaulle et Adenauer. Là, j'aurais déjà un peu plus de doutes. En tout cas, c'est connu comme ça. La touchante complicité entre Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Ça, c'est vrai. Et puis la série d'images cultes, telles que Charles de Gaulle, vous savez bien, et Adenauer à Reims, Mitterrand et M. Kohl à Douaumont. C'est indiscutable aussi, ça. Bon, les images cultes. Okay. Donc, en réalité, si on ne peut nier ce rapprochement franco-allemand, bon, plutôt positif pour moi, ni l'importance cruciale qu'il a revêtue après-guerre, les choses ne sont pas aussi merveilleuses. En fait, sur cette base de réalité, toute une mythologie, pourrait-on dire, en tout cas tout un mythe, s'est édifié, on ne sait pas trop comment, mais probablement par la pompe des grandes rencontres, très médiatisées, et dans les années 60 aussi, je pense, j'étais pas là pour le voir vraiment, les consignes données à la presse lorsque celle-ci dépendait encore étroitement des humeurs du pouvoir politique. J'ai vaguement connu l'ORTF, je me souviens du truc. Alors, on sait que la presse était beaucoup moins pluraliste, entre guillemets, enfin, elle reflétait une position officielle. Donc je pense que le relais est extrêmement puissant pour là bâtir une image de la relation franco-allemande qui était plus belle et plus vraie que la réalité. Cette description de la relation franco-allemande, à mon avis, est jusqu'à peu largement resté collé à cette image du merveilleux et de l'inattendu. Alors il est vrai quand même que, selon un auteur très contemporain, dès le début 19e, selon Michael Yesman, les Allemands, dans un bouquin pas mal qui s'appelle Das Vaterland der Feinde, la patrie de l'ennemi, qui est sorti, enfin si, c'est sorti il y a plus de 10 ans d'ailleurs, les Allemands dénoncent la France comme leur Erbfeind, l'ennemi héréditaire, ce dont les Français donc finissent aussi par se convaincre après l'annexion de l'Alsace-Lorraine, ou l'Alsace-Moselle plutôt, et 1871. Mais revenons vite à l'après-guerre. Donc c'est à partir de 1945 fondamentalement, et pas de façon très spontanée, sur l'insistance des Américains, qu'un changement structurel intervint dans les relations entre la France et l'Allemagne, chose qui est peu dite aujourd'hui. Là on est dans le mythe donc. Pourquoi ? Parce que la coalition montée contre l'Allemagne nazie allait devoir se perpétuer pour contrer la menace soviétique. Et l'Amérique réclama une coopération intra-européenne accrue comme condition préalable à une assistance militaire et à une aide économique. Et c'est aussi pour cette raison qu'un homme dont on sait aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, qu'il était financièrement asservi aux États-Unis, c'est-à-dire en fait Robert Schuman, lança cette idée d'ACK le 9 mai 50, qui reste quand même la journée de l'Europe aujourd'hui. Mais enfin, quand on sait qui est derrière, les principes qui motivaient, on a le droit de s'interroger quand même. C'était d'ailleurs une excellente idée finalement, cette idée de la CK, dans la mesure où on était encore dans l'intra-étatique, je ne parle pas du personnage là, dans l'idée de réconciliation franco-allemande pour qu'elle se fasse d'associer les partenaires, les voisins immédiats. En tout cas, excellente idée ou pas, l'histoire l'a validée comme telle, même si certains peuvent dire qu'elle contenait
tous ces ferments fédéralistes qui restent aujourd'hui encore discutables, enfin qui le redeviennent de plus en plus d'ailleurs. De toute façon, tout comme l'Euratom et la CE à ses débuts, ces institutions ne touchaient pas au domaine politique et ne concernaient que l'économie, même si elles étaient ouvertement définies comme un premier pas vers une union politique communautaire. Dans les années 50, des instruments de coopération, et là, ça va vous faire aussi, ça va vous rappeler, vous faire comprendre qu'on est dans le mythe de la relation franco-allemande, quand on en parle depuis Charles de Gaulle, etc. Dans les années 50, des instruments de coopération se mirent ainsi en place entre la France et l'Allemagne sur un mode multilatéral, donc CK, mais aussi en dehors de la CK, c'est assez peu connu. Notamment en matière de défense, il y avait déjà des échanges, des rencontres régulières entre états-majors et entre ministres de la Défense, sous la 4e, et en matière de culture aussi, avec un instrument, si vous voulez avoir un argument là-dessus, qui s'appelle BILD, l'image en allemand, mais qui est un acronyme français qui signifie Bureau international de liaison et documentation, et qui est l'ancêtre de l'OFAGE, qui est l'Office franco-allemand de la jeunesse, créé par le traité de l'Élysée, et qui procédait, qui facilitait des échanges de jeunes. Il y avait également un accord en 1954 sur l'enseignement, qui n'a pas très bien fonctionné non plus, pas plus d'ailleurs que les suivants. Enfin, donc préalablement au traité de l'Élysée, il y a déjà un rapprochement franco-allemand. On n'est pas dans la création ex nihilo en 60... je dis 63 tout à l'heure. Oui, en 63, oui. Voilà. De même que des tentatives, des rapprochements d'ailleurs avaient eu lieu après la Première Guerre mondiale. Alors c'est vrai qu'ils émanaient, ces rapprochements, plutôt de cercles privés, et je citerai une association allemande qui d'ailleurs existe toujours maintenant, mais peut-être dont la nature a légèrement changé, qui s'appelle Versöhnung über den Gräbern, c'est-à-dire réconciliation au-dessus des tombes, qui avait un pendant français, qui était le Souvenir français, créé dans les années 1880, mais qui avait une branche jeunesse après les années 20, et dont j'ai personnellement très bien connu un des représentants, René Vincent, paix à son âme. Je l'ai connu dans les années 90, il avait 97 ans, il était dans une forme psychique, physique phénoménale. Et c'est un monsieur qui avait beaucoup participé à ça entre les deux guerres, qui avait connu Ernst Junger d'ailleurs, qui faisait partie de Réconciliation au-dessus des tombes. Et tout ça pour vous dire que il n'y a pas de volonté, la volonté de rapprochement ou de réconciliation franco-allemande ne naît pas en 63. Mais, indéniablement, je ne suis pas trop long là, mais j'approche de la fin. L'affaire prit un tout autre tour lors de l'initiative française d'un traité d'amitié avec l'Allemagne. De Gaulle donc. Les motivations de Gaulle étaient européennes, selon moi, autant que françaises, quoi qu'on en dise. Pourquoi ? Parce que son objectif était de rendre aux États européens leur indépendance à l'égard des États-Unis. À l'origine, il avait pensé à beaucoup dans la salle le savent, mais il avait pensé à une alliance politique et militaire avec les 5 pays de la CE. Bon, là, on est donc en traité de Rome 57, on est dans les années 5. Je vais parler du plan Fouchet, qui échoue en 62, donc on est dans les années, fin des années 50, début des années 60. À l'origine, donc, il avait pensé à une alliance politique et militaire avec les 5 pays de la CE, Italie, Benelux et Allemagne, plus nous, dans le cadre du plan Fouchet. Celui-ci proposait à l'origine de compléter la CE par un volet politique, cette fois, mais avec une approche interétatique, donc différente de la CE. Les partenaires de la France n'en voulaient pas sans le Royaume-Uni dont la France ne voulait pas, par crainte d'immiscer les États-Unis dans les affaires européennes. De plus, dans la deuxième version du plan Fouchet, 62, la référence à l'OTAN avait disparu, et il était question d'économie, domaine normalement ressortant des attributions de la CE. Donc pour cette double raison et quelques autres, le plan Fouchet échoua. Et faute de mieux, et ça il faut le savoir, je parle pas de Fouchet pour ça, faute de mieux, De Gaulle maintint une proposition similaire, mais en offrant l'alliance à la seule Allemagne. Ceci dit, avant 62 et l'échec du plan Fouchet, donc des approches françaises avaient déjà eu lieu. Dès septembre 58, alors vous savez donc le retour de De Gaulle, Adenauer a peur de De Gaulle avant son arrivée au pouvoir. Il déclare, je ne sais plus trop à qui la citation est aussi approximative là, si Monsieur De Gaulle arrive au pouvoir, c'en est fini de l'Europe. Donc il est très mal disposé à l'égard de De Gaulle, mais De Gaulle donc fait des approches qui sont régulièrement repoussées et finit par l'inviter. Alors là, c'est très connu, dans sa maison sa villégiature, sa maison de campagne à Colombey-les-Deux-Églises en septembre 58. Adenauer accepte et passe un week-end merveilleux, semble-t-il, à découvrir la gastronomie française. Il repart enchanté et la glace est rompue.
Donc sur la base de cette anecdote, on a considéré que la méfiance entre la France et l'Allemagne n'existait plus et que l'amitié entre la France et l'Allemagne était perpétuelle. Bon, ça paraît un peu léger. Adenauer avait quand même une méfiance, alors pas à l'égard de Gaulle, il y avait une confiance, mais une méfiance à l'égard des Français, des réactions aussi. De Gaulle ne décidait pas tout seul, même en régime présidentiel. Et donc, oui, il voyait d'un mauvais œil la volonté de la France quand même de conserver sa souveraineté. Et pour cause, l'Allemagne occupée avait, selon la définition de Carl Schmitt, une souveraineté très amputée, voire pas de souveraineté du tout, puisqu'elle n'était pas capable, à cette époque-là, de décider de l'état d'exception sur son propre territoire, hein, si on se réfère aux juristes allemands. Donc, l'Allemagne n'avait pas vraiment de souveraineté selon leurs propres principes juridiques, donc était jalouse de la souveraineté française ou de la volonté de réintégrer la France dans le jeu mondial. Voilà, oui, qu'est-ce que je voyais ? La seconde raison des réticences d'Adenauer était qu'en tant qu'Allemand, 15 ans seulement après la guerre, il ne pensait pas l'Allemagne assez forte pour entrer dans un face-à-face en bilatéral, je veux dire, avec une des puissances vainqueurs voisines. D'un point de vue allemand, l'offre d'alliance française était donc ressentie comme un gadget intéressant sur le plan diplomatique, mais ne répondait à aucune considération de destin, alors que la vision gaullienne de cette alliance, c'était, et là effectivement on vient aux Carolingiens, il y avait une sorte de nostalgie, vous savez, De Gaulle, homme politique, mais homme de plume aussi, homme de lettres. Vous voyez là-dedans une sorte de réincarnation mythique de l'Empire carolingien, c'est ce que disait M. Rougeron, donc le retour des deux frères dans le même giron, etc. Bon, ça ne fonctionnait pas du tout, les Allemands n'avaient pas du tout cette vision-là. D'ailleurs, les Allemands, alors, s'il y a des Allemands dans la salle ou des dénoncez-vous. Non, soyez bienvenus, mais ou des gens qui connaissent très bien l'Allemagne, pour y avoir vécu, je veux dire, enfin, à la limite, pour avoir fait les études aussi, ça aide quand même beaucoup. Moi, j'ai toujours le sentiment, quand je parle des Allemands un peu instruits, qu'ils ne considèrent pas que les Français et les Allemands ont une source commune. Ils connaissent bien sûr l'histoire des Francs, mais quand on est un Saxon, on se fout des Francs. Parce que le Saxon n'est pas franc, enfin pas franc, excusez-moi, il n'est pas à l'origine de l'ethnie franque. De même d'ailleurs, on pourrait dire que le Marseillais, enfin c'est des raccourcis un peu ethnographiques, c'est peut-être pas très cohérent, mais je ne sais pas s'ils se considèrent comme francs, je ne crois pas. Donc on est dans le raccourci quand même avec cette histoire de source commune, hein, bon, c'est quand même très partiel. Donc c'est pour ces raisons que donc gadget d'un point de vue allemand et volonté d'en faire une sorte de retour au destin primordial du côté français. C'est pour cette raison que le traité d'amitié ne fut mis sur les fonds baptismaux que 4 ans après le retour de Gaulle au pouvoir, et aussi à l'issue de l'échec du plan Fouchet, donc, et à l'issue aussi d'un intense et d'ailleurs très réussi voyage de propagande, mais là je ne le dis pas de façon négative, de Gaulle en Allemagne. En Allemagne, la réception du traité d'amitié, une fois signé, ne fut pas aussi bonne qu'en France. Non pas qu'une francophobie soudainement militante serait opposée au traité, mais l'idée qu'un partenariat privilégié avec l'adversaire d'hier, adversaire de plus doté de la bombe atomique depuis une année, puisque Gerboise Bleu c'est 60, on est donc depuis 3 ans quand même, 2 ans et demi. Donc l'adversaire d'hier, adversaire doté de la bombe atomique, adversaire muni d'un siège permanent au Conseil de sécurité et d'une politique mondiale, ça transformait en quelque sorte, il faut se mettre aussi dans leur peau, ça transformait l'Allemagne en petite sœur protégée par plus fort qu'elle. De plus, l'alliance américaine, et là aussi de leur point de vue, ils pouvaient ne pas avoir tort, l'alliance américaine devait être bien suffisante et offrait, il est vrai, davantage de garanties. Donc pour cette raison, même avant sa promulgation, le Bundestag, donc l'Assemblée nationale allemande, vida le traité, bon c'est un épisode assez connu, de sa substance, en lui adjoignant un long préambule qui disposait qu'un certain nombre de principes poursuivis d'ores et déjà par la RFA resteraient prioritaires. Or, ceux-là étaient presque tous en contradiction avec
la position française et avec les buts de Gaulle. Les négociations entre les deux gouvernements avaient à peu près fonctionné, mais la représentation nationale en Allemagne ne suivait pas. Et la représentation nationale, dans un pays démocratique, c'est l'expression de la volonté populaire et de l'opinion publique. Voilà. Donc le préambule insistait sur quoi, grosso modo? Il insistait, et vous allez reconnaître donc la contradiction avec la vision gaulienne, la nécessité d'une étroite association dans le texto entre l'Europe et les États-Unis. Bon, là aussi, ça peut se comprendre dans un contexte de guerre froide et d'occupation d'Allemagne de l'Est par les chars soviétiques. Mais enfin, nécessité d'une étroite association entre l'Europe et les États-Unis, allégeance à l'OTAN, construction européenne selon le mode communautaire de la CE, ne faisait pas la France de l'époque, gaulliste, et surtout l'entrée du Royaume-Uni dans la CE. Donc, les représentants allemands qui, à la majorité des 2/3, votent ces amendements, enfin même un peu plus, je crois, votent ces amendements, savent bien ce qu'ils font. Compte tenu de cela, la vision de destin associé de la France et de l'Allemagne volait en éclats et transformait le traité d'amitié en une simple déclaration de mise en place de quelques coordinations en matière d'affaires étrangères et de défense, donc réunions périodiques, fondation d'Institut de recherche de Saint-Louis, etc., rapprochement des doctrines, et surtout éducation avec les échanges entre jeunes, l'OFAGE dont on a déjà parlé. Ceci dit, De Gaulle lui-même n'avait pas nourri trop d'illusions. Au printemps de 63, on connaît sa phrase. Il aurait eu ces mots, les traités sont comme les jeunes filles et les roses, elles tiennent le temps qu'elles tiennent, et si le traité franco-allemand ne s'applique pas, il ne sera pas le premier dans l'histoire. L'innovation majeure, à mon avis, du traité de l'Élysée, c'est l'obligation très saine de rencontres biannuelles des deux chefs d'État, bien plus important que les réunions d'état-major et les échanges de jeunes, les jumelages, etc., ce qui d'ailleurs ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui. De Gaulle, il faut le savoir, fut extrêmement déçu des résultats de sa main tendue. La bonne relation entre lui et Adenauer n'était finalement qu'un écran de fumée cachant mal la méfiance allemande à l'égard de toute tentative de rapprochement venant de France. De même qu'en France, 30 ans plus tard, l'épisode Mitterrand que j'évoquais. De toute façon, il faut savoir aussi que si Adenauer partageait en partie la position de De Gaulle sur le Royaume-Uni, et il était quand même atlantiste, tout comme son ministre de la Défense, co-signataire du traité, Gerhard Schröder. Ne confondez pas, c'est pas celui des années 2000, c'est le même prénom, le même nom, mais c'était un protestant, CDU, ministre de la Défense, très atlantiste à l'époque. Donc Adenauer en plus a été contraint à la démission à l'automne 63, donc l'année de signature du traité, poussé dehors par les libéraux, d'ailleurs notamment sur la question européenne, remplacé par Ludwig Erhard, qui est un américano-centré. On le voit, dans ces conditions, parler d'amitié franco-allemande sur la base du traité de l'Élysée n'a pas de sens, et c'est bien vraiment le fondement du mythe, là, du moins du côté français. Car en Allemagne, ce mythe n'existe pas. Une amitié existait sans doute entre De Gaulle et Adenauer, mais d'amitié franco-allemande en Allemagne, il n'a terminologiquement, à ma connaissance, jamais été question. Je ne dis pas que vous ne trouverez dans aucun magazine ou journal allemand éventuellement l'acception Deutsch-Französische Freundschaft ou ce genre de truc. Peut-être, mais c'est totalement marginal. On n'emploie pas cette expression du côté allemand. Il parle de tandem ou de partenariat. Pourrait être un peu dans la métaphore, un tandem, il y en a quand même un derrière qui pédale, et l'autre qui pédale aussi, mais qui tient le guidon. Donc, méfiance par rapport au tandem. Il vaut mieux parler de partenariat, je pense. Oui, je préférais entendre des propos allemands sur le partenariat plutôt que sur le tandem, parce qu'on ne sait jamais de quoi il s'agit finalement. Enfin bon, pour conclure, si vous voulez, sur ce chapitre De Gaulle-Adenauer, je voudrais quand même ajouter que cette insistance de Gaulle à vouloir à tout prix se rapprocher de l'Allemagne et de maintenir à distance le Royaume-Uni est peut-être un peu paradoxal, dans la mesure où la vision gaulienne de l'Europe était beaucoup plus proche de la vision britannique, alors que les Allemands étaient atlantistes. Voilà. Ludwig s'en va en 67, il est remplacé, le chancelier Ludwig, pardon, il est... Qu'est-ce que je raconte le chancelier... Oula, je commence à fatiguer. Non, Adenauer 63, Erhard s'en va. Oui, il est remplacé, excusez-moi, Ludwig Erhard, c'est pour ça que je l'appelle par son prénom, je n'avais pas de familiarité avec lui à l'époque, mais enfin, donc Ludwig Erhard s'en va en 67, il est remplacé par un ancien nazi qui s'appelle Kissinger, qui est un homme du Baden-Württemberg,
Donc là, ça fonctionne très mal avec De Gaulle. Il est atlantiste aussi. Les choses changent un peu à partir de 69 puisque De Gaulle s'en va, donc le gaullisme perd un peu de sa superbe en France, et avec l'arrivée de Willy Brandt au pouvoir. Mais oui, parce que la pierre d'achoppement que constituait le problème de l'entrée du Royaume-Uni dans la CE s'amoindrit avec De Gaulle en quelque sorte. Mais Pompidou n'appréciait pas l'os politique mis en place par Willy Brandt, qui consistait à instaurer un dialogue direct avec Moscou, donc l'ouverture à l'Est. Donc, de fait, la relation franco-allemande, elle reste plate et sans passion. Et là, on est en 74, donc il s'est passé, ça fait 11 ans, 63, 74. Bon. Le vrai bouleversement de la donne franco-allemande survient en fait dans la période 74-81. C'est l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir, et un an plus tard, peut-être même la même année, oui, je crois la même année d'Helmut Schmidt, qui va faire 2 mandats, 74-82. Donc pendant 7 ans, il y aura là une marche parallèle de ces deux amis. Là, c'est vrai qu'on peut parler d'amitié franco-allemande, en tout cas à ce niveau-là. Les deux pays, il faut dire, vont avoir à faire face à des circonstances très particulières, puisque 3 ans plus tôt, c'est la fin du système de Bretton Woods avec le dérèglement financier et la crise économique que ça implique, puisque les chocs pétroliers proviennent en partie de cela. Donc, émergence d'une crise économique profonde, nécessité par ces deux intelligences d'une réaction concertée entre les deux principaux pays de l'Union, de la CE. C'est aussi donc la fin des Trente Glorieuses en France, ça on ne le sait pas encore, mais enfin on le sent. C'est la fin du miracle économique en Allemagne, donc il y a des parallélismes très forts qui les poussent à travailler ensemble. Ils adorent les échecs, ils s'entendent bien sur le plan privé, il y a tout ça. C'est là qu'on commence à parler d'ailleurs de ce truc qui ne veut rien dire, enfin sauf dans cette période-là peut-être, et encore l'alchimie des relations entre le chef d'État, tel chef d'État et tel autre, côté allemand. Vous savez, la presse, elle parle toujours de l'alchimie. Ça marche, c'est parce qu'il y a l'alchimie entre Mitterrand et Kohl. Je veux dire, ça marche 2 ans, après ça marche plus. On est dans le cliché. Oui, donc ça a mis en place. Alors donc là, la coopération, elle fonctionne par exemple au niveau intra-européen, création du Conseil européen, élection au suffrage universel, ça existe toujours, le Parlement européen, système monétaire, serpent monétaire puis système monétaire européen, création de l'écu, tout ça c'est eux quand même, essentiellement, à l'impulsion, il faut reconnaître cela. Mais aussi un fait important à souligner, et pour comprendre aussi ce rapprochement, c'est que pour la première fois sans doute, les images l'image que la France a des États-Unis et l'image que l'Allemagne a des États-Unis, ces deux images-là deviennent très proches, très similaires. Pourquoi ? Parce que la France est moins gaulliste, même officiellement presque plus du tout, et l'Allemagne a été choquée par l'évolution américaine. Chronologiquement, la question raciale dans les années 60 avec l'assassinat de Martin Luther King en 68, le scandale du Watergate 72-74 qui choque l'Allemagne luthérienne. L'Allemagne de l'Ouest est essentiellement luthérienne. Ouais, je pense qu'elle est encore majoritairement luthérienne, l'Allemagne de l'Ouest à cette époque-là. Et puis aussi la guerre du Vietnam, qui s'achève avec la prise de Saigon en 75. Donc ça relativise aussi l'appréciation positive que les Allemands ont des États-Unis, et ça facilite le rapprochement franco-allemand. Voilà. On arrive à la période Kohl. Alors là, je vais pouvoir être relativement bref parce qu'on en a déjà parlé. Kohl et Mitterrand, il y a deux phénomènes fondamentaux. C'est la durée très importante de leur travail, enfin de leur mandat, si vous voulez, de leur fréquentation, si je puis dire. Kohl, Mitterrand arrive en 81 et Kohl arrive en 82. Mitterrand s'en va en 95 et Kohl s'en va en 97. Donc ils font 95 moins 2, c'est beaucoup. Ils font 13 ans. Ils font 13 ans ensemble. Je suis dans les finances, mais parfois je compte moins vite. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est un phénomène très important qui caractérise cette relation et qui recouvre un petit peu le reste. Il y a deux phénomènes marquants en plus. C'est évidemment, on parlait des clichés,
des images marquantes, vous savez. Je vous l'ai dit, c'est Douaumont, 1984, l'initiative française, enfin il était à droite, donc l'initiative française d'aller prendre la main de Kohl qui n'en savait rien, qui évidemment ne refuse pas, il n'y a aucune raison du reste. Mais ça, moi j'ai entendu cette année, je crois, ou l'an passé, une interview de Kohl, il raconte ça, c'est merveilleux. Et il en a les larmes aux yeux d'ailleurs. Mais en même temps, il est toujours encore sidéré, toujours encore son occupation allemande, pardon. Il en est toujours sidéré du geste calculé de Mitterrand, mais qui pour lui est complètement spontané, inattendu, en public, c'était pas prévu dans le protocole, voilà, il dit ça c'est bien français, c'est incroyable. Bon. Alors là on est dans l'affect complètement du côté français, et c'est à nouveau d'ailleurs une proposition française en fait. Là il se dérogue pas, mais il avait certainement pas envie. Mais on voit quand même qu'on est toujours dans cette recherche, de mon point de vue, d'une offre d'amitié, mais qui vient le plus souvent du même côté. Et puis l'autre événement, donc j'en parle pas plus, je le mentionne simplement, c'était cette mésentente qu'il y a eu au moment de la réunification avec les craintes des représentants français, pas seulement de Mitterrand. Alors on est arrivé là, et ma page est vide, on est arrivé à la réunification. Alors la réunification, si vous voulez, est tout ce qui en... et l'évolution... Alors ça c'est contesté, on entre un peu dans la thèse de mon bouquin. J'ai rencontré un historien cet été très intéressant qui habite en Alsace, qui partage beaucoup de mes points de vue, mais pas le propos que je vais vous tenir. Je ne sais pas qui a raison, c'est pas le problème. À mon avis, et c'est le constat, je fais un constat. Je constate que l'Allemagne que j'ai connue lors de ma première installation en 1984 là-bas, de plusieurs mois, je la reconnais plus. Alors bien sûr, je la reconnais plus pas parce qu'elle a 17 millions d'habitants de plus ou parce que les gens sont devenus désagréables. Ils sont pas du tout désagréables. On n'en pas plus dans bêtement. Là-bas qu'ici, enfin si vous avez une plaque française, malheureusement, si. Là, je suis obligé de le constater quand même. Et quand vous vivez là-bas, vous êtes la cible privilégiée de la Polizei. Je veux dire, je m'échappe dans des anecdotes à nouveau, excusez-moi, mais à délit égal, enfin délit, non, à contravention, parce que je ne vais pas dans le délit, égal, vous êtes chopé en priorité, il n'y a rien à dire. Enfin bon, là j'ai beaucoup à raconter, mais je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment pas un télo comme truc. Mais ceci, c'est avec des anecdotes comme ça aussi que vous commencez à vous poser des questions. Vous dites, tiens, mais c'était pas comme ça avant. Et puis les conversations, vous vivez là-bas. Je suis dans le milieu associatif aussi, je fais beaucoup de choses. Puis vous êtes étonné par des propos, d'abord étonné, puis ensuite choqué parce qu'ils reviennent, vous posez des questions, et puis vous interrogez, et vous faites un constat. C'est le constat, pour moi il est irréfragable. L'Allemagne d'aujourd'hui, les Allemands d'aujourd'hui ne pensent plus comme les Allemands que j'ai connus en 84. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps, les Français non plus finalement, mais en tout cas, ceux que j'ai connus en 90 non plus. J'ai travaillé aussi à la Commission européenne pendant plusieurs années. J'ai pas connu des gens qui avaient des réflexes que je trouve, des gens donc intelligents, disons qui avaient un savoir technique. Je ne retrouve pas ces réflexes-là aujourd'hui. Je trouve qu'ils ont changé. Alors vous allez me dire, c'est peut-être moi qui ai changé, après tout le temps passe, et ma vision de la même chose a évolué, j'ai changé d'angle. Je ne crois pas vraiment. Donc je me suis interrogé, pourquoi ? Je pense que la réunification, donc c'est un peu le thème du bouquin, a entraîné une prise de conscience phénoménale, logique et normale chez ce peuple, un peu comme probablement chez les peuples de Yougoslavie, j'en parle dans l'introduction, qui ont été séparés par la fin du fédéralisme yougoslave. Ils se sont tout à coup retrouvés serbes alors qu'ils étaient yougoslaves 3 ans plus tôt. Ça fait forcément un choc émotionnel. Je ne peux pas imaginer que le mouvement inverse du côté allemand puisse laisser des gens de glace. Donc, là, je ne critique pas, je ne reproche rien. Je constate, je cherche une explication. Je pense que la césure, c'est la réunification et les conséquences psychologiques de la réunification qui tournent une page de l'Allemagne. L'Allemagne vit dans le péché, si vous voulez, de 1945, même si elle est gouvernée parfois par les anciens nazis, c'était Kissinger, où le Land où j'habite, a été dirigé pendant 23 ans par des anciens nazis. Bien sûr, ils n'étaient plus nazis au moment où ils étaient au pouvoir, mais enfin bon, je veux dire, ils ont été quand même cruellement exposés et volontairement. Vous savez, le rédacteur en chef dans les années 60, enfin en second, du Spiegel était un nazi qui a dû démissionner d'ailleurs quand ça a découvert. Donc, cette page du péché
que ressentent les Allemands se tourne progressivement à partir de 89, parce que c'est aussi une page d'histoire qui se tourne. L'histoire s'efface, la partie sombre et noire de leur histoire, enfin, s'efface. Et là, selon moi, ils retrouvent, non pas la lecture de Fichte ou de Fallersleben, dont finalement j'ai pas parlé, enfin tant mieux, donc ils ne retrouvent pas une sorte d'idéologie ultranationaliste qu'ils ont pu connaître au 19e, mais des réflexes intellectuels de pensée, de réaction face à des événements qui sont en fait fondamentalement les leurs. Et ce que me disait l'historien que j'ai rencontré, il me disait mais en fait non, pas du tout. Alors oui, il est beaucoup plus sérieux, il me dit non, dans la période 45, 90 ou 95, disons, dans ce demi-siècle, ils sont juste tus. Et ils ont camouflé leur véritable pensée, leur véritable nature. Bon, moi je crois pas cela. Et puis d'ailleurs, bon, voilà. Écoutez, voilà, donc je me suis arrêté à la réunification parce que je pensais, à partir de là, vous connaissez. Si vous voulez m'invectiver parce que vous êtes germanophile, je vous en donne le droit. Si vous avez des questions et que je peux vous répondre, ça sera avec grand plaisir aussi. Je suis ouvert. Merci beaucoup.